Bonjour à tous, merci d'être présents, c'est nombreux, c'est assez impressionnant, pour parler de DevSecOps pendant un petit moment, un bien grand mot s'il en est, DevSecOps, donc on va explorer un petit peu ça, et surtout, moi ce que je veux vous parler, c'est notre recette pour comment approcher ce terme, comment approcher la sécurité du code dans un cycle DevOps d'intégration continue du code. On est parti pour, je pense, 25 minutes à peu près, on aura le temps d'échanger normalement ensuite. La première chose que je dois clarifier avec vous, c'est qui ce nous là dont je parle, notre recette. Moi je suis Sonar Sourceur, de par le t-shirt rouge qui n'est pas un t-shirt Devox. Donc Sonar Source, on fait des analyseurs de code, on est présent à Devox, hein, on a un boost si vous voulez aller voir l'équipe, vous êtes les bienvenus et je ne suis pas là pour parler de ça dans les moindres détails, plus là pour parler du retour d'expérience, de ce qu'on a appris dans notre entreprise. Voilà, ça fait longtemps qu'on fait des analyseurs de code, on se penche sur le milieu de la sécurité et on veut partager un petit peu ce qu'on a découvert. Moi, à Sonar Source, je fais du marketing produit. Alors, avant que tout le monde ait peur avec le mot marketing, je vais juste clarifier un petit peu qu'il n'y a même pas un an, j'étais encore ingénieur support. Donc, je faisais du support technique à Sonar Source, donc support technique des produits, mais aussi accompagner la communauté, les clients à adopter pas juste le produit, mais les bonnes pratiques de qualité de code, d'intégration continue et toute cette problématique de code review, sécurité et autres, on va en reparler. Et pour info, avant, j'étais chez Cisco, donc Dev Software sur intégration continue aussi, Bullbot, Jenkins, etc. Donc j'ai un peu navigué dans toutes les couches. C'est aussi un peu ça que je veux partager aujourd'hui, de aussi bien des concepts un peu haut niveau à des exemples un peu plus bas niveau, plus concrets, plus pratiques, qu'on arrive à faire ce tour d'horizon et qu'on approche un petit peu le milieu de la sécurité. Donc on va pas parler des produits de Sonar Source, je suis pas là pour ça, encore une fois. Il y a plein de Sonar Sourceurs qui seront heureux d'en parler plus tard. Sonar Source, un petit peu, hein, parce que c'est là que j'ai appris sur le tard, c'est là qu'on s'est fait notre opinion sur justement DevSecOps, la sécurité. Donc petit retour d'expérience. Je vous dis, on fait des analyseurs de code, donc on a les idées assez bien calées sur tout ce qui est code quality. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de sécurité du code. Pour remettre les choses en perspective, je ne sais pas à quel point tout le monde connaît Sonar Source ou les produits, mais nous, on voit une sorte de triptyque dans le code quality. Et avant d'arriver à la sécurité, je veux juste remettre les choses dans le bon ordre et en perspective. Le premier aspect, le premier point des choses qu'on voit, c'est tout ce qui est maintenabilité du code. Donc là, vraiment, l'aspect que c'est facile de changer le code. Si vous avez un petit bug à fixer, vous pouvez le fixer de manière assez efficace sans avoir à tirer la pelote, de refactorer toutes les classes, etc. D'une certaine manière, augmenter la vélocité quand vous travaillez sur une base de code, ou presque plus terre à terre, le fait que les devs aient la banane quand ils travaillent sur le code, ils sont contents, ils s'éclatent, plutôt que ah ben mince, il faut que je me refactore toute l'architecture pour pouvoir apporter cette fonctionnalité ou ce changement ou ce bug fix. Donc là, tout le milieu de la dette technique, c'est là-dedans que ça joue. Je ne veux pas en parler beaucoup plus que ça. À cela s'ajoute la fiabilité. Tout ce qui est un peu plus concret, je pense, c'est voilà, les bugs, s'assurer que votre application ne va pas planter à un moment inattendu, qu'il ne peut pas y avoir de comportement indéterminé sous certaines conditions, c'est-à-dire si vous passez sous telle condition de votre code ou sous tel input utilisateur, d'un coup ça va tomber. Alors en Java, les fameuses null pointer exception par exemple. Alors parfois il y a des signes du destin parce que je préparais ça et donc j'arrive gare de Lyon il y a 2 jours et je suis accueilli par un écran de la RATP qui me dit Unexpected Exception, à ne pas confondre avec les Expected Exception j'imagine. Du coup voilà, la caméra elle passe pas là, bon bah voilà j'ai été coupé en deux pendant 5 minutes. Donc comportement indéterminé, voilà ça c'est l'exemple typique d'un bug qui a fini par impacter le end user. Et donc, ce qui nous emmène à la sécurité, qui est tout un pendant à lui-même auquel on va se concentrer ensuite. La capacité d'être résistant aux attaques, même si votre application, fonctionnellement, ça tourne bien, il n'y a pas de bug, les use cases fonctionnels ils sont remplis. Est-ce que vous êtes capable de résister à de l'input malicieux, à des gens qui vont essayer de pénétrer l'application pour injecter de la donnée, pour essayer d'extraire de la donnée, par exemple, donc les fameuses actualités de les mots de passe, les adresses email, les numéros de carte de crédit. Parfois, sans même voler la donnée, il suffit de rentrer dedans et de tout supprimer en base. C'est quand même assez embêtant aussi. Hein. Donc, votre numéro de carte de crédit, il n'a pas fuité, mais
la personne qui opère le service est bien dans la panade. Et là, l'exemple typique, c'est par exemple injection SQL et plein d'autres types de choses. Voilà, donc on va se concentrer un petit peu à droite, mais je voulais juste remettre les choses dans leur contexte. Security, de toute façon, il y a des conférences entières juste sur la sécurité. On pourrait y passer des heures. Il y a des choses, alors il y a plein de mots-clés, hein, vous en voulez, en voilà. DevSecOps que j'ai utilisé, mais après, tout ce qui est les threats, le SAST, le SCA, j'en reparlerai un petit peu. Il y a même des normes ISO, il y a même la vulnérabilité. Donc ce n'est qu'un morceau choisi. L'idée, c'est quand même de dire aussi qu'il y a la sécurité au niveau de l'environnement. Si vous opérez un service en ligne, vous allez avoir la sécurité de votre environnement, je ne sais pas moi, dans Amazon, dans Azure, votre environnement de vos VM en ligne. Vous pouvez avoir la sécurité de vos process de développement, quelque chose comme vous avez le code sur votre laptop, comme moi par exemple. Est-ce que c'est encrypté? Est-ce que quelqu'un qui me pique mon laptop peut récupérer toute la propriété intellectuelle? C'est tout un point de la sécurité encore. Moi, je suis plus là pour parler de la sécurité du code. Donc, c'était ça qui était dans le titre du talk. C'est-à-dire vraiment au niveau du code, qu'est-ce qu'il y a comme techno et comment est-ce qu'on peut approcher ça pour l'intégrer dans une chaîne DevOps. Ce qui m'amène à rentrer maintenant dans la sécurité du code. Et on va parler techno. Voilà. J'ai dégraissé un petit peu quelques concepts. Moi, ce que je veux commencer, c'est à vous partager des technos que nous, on a apprises à SonarSource et qui, d'une certaine manière, représentent un peu un panorama de tout ce qui existe pour la sécurité du code en termes d'outillage, en termes de technologie. La première chose dont vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle le SCA, le Software Composition Analysis. Donc là, on est typiquement sur la détection des dépendances vulnérables. Il y a plus grand monde aujourd'hui qui écrit toute la stack d'une application. On utilise des librairies, on utilise des frameworks, on utilise des librairies open source. Et donc, il y a des acteurs, par exemple Snyk, qui vont vous aider à dire, en fait, vous utilisez telle librairie de telle version. Il y a une CVE, une vulnérabilité qui est sortie il y a 2 mois. Donc, il faut que vous upgradiez parce que sinon, vous êtes vulnérable. Alors, il y a une petite subtilité que la dépendance est vulnérable, mais votre application est potentiellement vulnérable. Ça dépend de ce que vous utilisez dans la dépendance, ça dépend des fonctions que vous utilisez. Mais déjà, l'info de savoir que telle librairie, tel module a une vulnérabilité connue, c'est assez important. Donc Snyk, je crois qu'il y a aussi Sonatype qui a un boost, il y a JFrog, donc il y a pas mal de gens qui font ça, notamment auprès des artefacts et des modules. GitHub, ceux d'entre vous qui ont un repo dans GitHub, vous avez peut-être vu ce warning un jour. Ça, c'est GitHub qui vous dit, dans le contexte, vous avez un package.json, on a détecté une librairie, et elle a une vulnérabilité. Donc, d'une certaine manière, GitHub propose un outillage, propose une fonctionnalité de ce cas, en vous aidant à faire attention aux vulnérabilités de votre application. Voilà, je laisse ça là, on va peut-être en reparler, mais on ne va pas trop se focuser là-dessus aujourd'hui. Toute autre chose, un peu plus lourd, quelque chose qui s'appelle le DAST, Dynamic Application Security Testing. Donc il y a un petit indice dans le dynamique, c'est que c'est comme l'analyse dynamique de code, c'est-à-dire il faut exécuter l'application, il faut que le binaire tourne, que le binaire soit compilé. Votre binaire, ça va être une black box, vous allez mettre un outil à côté, et là, ça va marteler, ça va envoyer tout ce que ça peut, les SQL, ça va attaquer toutes les interfaces, REST, API, JSON, la UI, tout ce que vous voulez. Et le but, c'est d'envoyer de la donnée malicieuse, de la donnée corrompue, de la donnée normale, et de voir si on arrive à extraire de la donnée en retour que l'outil n'est pas censé voir. Potentiellement, arriver à faire tomber l'application, aussi un DDoS, quelque chose comme ça, c'est aussi une faille d'une certaine manière. Et donc, il y a tout un pendant d'outillage sur ce segment qui est parfois un peu plus lourd parce que voilà, l'idée, c'est vraiment de marteler selon des techniques particulières et puis toutes les interfaces qui existent. Moi, ce que je veux mettre en opposition le DAST, c'est dynamique statique. Donc, il y a le SAST, le Static Analysis Security Testing, où là, comme l'analyse statique de code, on est juste sur le besoin de voir le code et pas d'avoir le binaire, pas d'avoir l'application qui tourne. Tous les linters, donc indépendamment de la sécurité, un linter, c'est un analyseur statique de code. Et donc, au milieu de la sécurité, il y a des outils spécifiquement de SAST qui ont la particularité qu'ils peuvent voir le code, ils peuvent analyser tous les chemins d'exécution possibles, toutes les conditions, etc. Et ils peuvent vous dire, si ça passe dans cet if et dans cet if-là, etc., là, il y a une faille potentiellement. Et après, il y a un petit exercice pour le mapper
à un exploit, entre guillemets, c'est-à-dire quel est le use case fonctionnel qui fait que je tape cette vulnérabilité. Mais en tout cas, là, vous savez que vous avez une vulnérabilité dans le code. Parlons un peu de DevOps maintenant. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ça pendant 3 minutes? L'idée, c'était de commencer à ouvrir le côté sécurité. Si on en restait juste au mot sécurité et qu'on commence à parler de DevSecOps, on va tenter une petite équation simplinette de dire bah, c'est DevOps plus sécurité. Sécurité, il doit y avoir un outil de sécurité. Maintenant, c'est quoi le meilleur endroit pour caler la sécurité? Après la release, bon, c'est peut-être moyen parce que c'est déjà parti en prod. Après le code, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais de ne pas connaître toutes les technos, on va se dire, bon, bah, Dast, il lui faut les binaires, donc on va se caler après les tests, on va mettre un outil là, et voilà, on a injecté de la sécurité dans notre boucle DevOps. Alors c'est chouette, hein, c'est très bien, c'est une bonne première étape, mais je pense qu'il ne faut pas chercher à s'arrêter là, parce que là, c'est un peu le compromis, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, on a un outil, ça fait le boulot, ça trouve des injections SQL peut-être, ça donne du bon feedback, on a évité des vulnérabilités en prod. Maintenant, de par la connaissance un peu des différents types d'outils, des différents types de techno, on peut se poser un peu sur une autre approche, de se dire, bah tiens, en fait, s'il fallait essayer de composer entre tout ça, d'avoir plus un environnement qui soit sécure dans son ensemble, et de là, comme on connaît différents types de techno, différents types d'outils, bah, on se pose les bonnes questions, on se dit, qu'est-ce que je peux rapprocher du dev au moment où il est en train de coder? Tiens, bah, il y a tel outil qui a juste besoin du code source. Qu'est-ce qui va tourner plus loin parce qu'il faut exécuter l'application, il faut les binaires, et donc ça va être plus loin dans ma chaîne DevOps. Ça va être ça, le DAS par exemple, ou même le SCA au moment où vous êtes en train de compiler. Donc c'était ça un petit peu l'idée de commencer à dégraisser les technos, c'est on arrive à avoir une approche plus fine de comment apporter la sécurité dans la boucle DevOps. Et je vais pousser un petit peu ça parce que je pense que le bon mindset il est là, hein. C'est pas juste une histoire de un ou deux outils, c'est pas juste une histoire d'outillage. Je pense qu'il y a vraiment un mindset à se dire, c'est où est-ce que je peux injecter le feedback sur la sécurité dans ma CI/CD. Qu'est-ce que c'est que du bon code? Il y a 10 ans, on aurait dit le bon code, c'est pas de dette technique et pas de bug. Il y a 5 ans, on aurait dit bah, c'est du code performant aussi, donc il y a toute la notion de performance. Puis maintenant, il y a aussi le milieu de la sécurité, donc qu'est-ce que c'est que du code secure, etc. De se poser ces questions-là. Et quand on se pose ces questions, de se dire bah, à quelle personne il faut que j'amène ce feedback? Est-ce que c'est au dev? Est-ce que c'est à l'ops, à l'admin, etc. Et quel est le bon type de feedback? Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon. On va aller un peu sur des cas un peu plus concrets de code review maintenant. Et avant d'amener le sujet de la code review, je vais faire une petite parenthèse sur le mot de shift left. Vous avez peut-être entendu parler, alors ça c'est pour le coup un buzzword marketing, il est pas mal celui-là. Ce que shift left dit en fait, c'est que quand vous avez une chaîne d'intégration de builder, de tester, etc. L'idée c'est à gauche toute, shift left, plus on fait de tests à gauche et au final mieux on va se porter parce qu'on va détecter les vulnérabilités au plus tôt. On va, alors ça vaut aussi pour les bugs et tout, mais l'application sera safe au plus tôt dans ma chaîne d'intégration. Et c'est bien sur le principe. Moi, ce que je veux juste challenger un petit peu, c'est que là, quand on dit ça, on le dit dans l'intérêt de l'application. On dit dans l'intérêt de l'application, c'est à valeur qu'on détecte les vulnérabilités au plus tôt avant que ça parte en prod ou dans la chaîne, etc. etc. Sauf qu'à gauche, tout là-bas, il y a le développeur qui code, qui passe du temps sur la base de code, qui réfléchit à comment structurer le code, etc. Et donc, si on prend l'intérêt du développeur, de lui amener toute cette chaîne d'outillage, tous ces feedbacks de je ne sais pas combien d'outils qui vont lui dire attention à ci, attention à ça, c'est potentiellement une recette à désastre, on dirait en anglais, mais c'est pas forcément une bonne idée, on va dire, parce qu'il y a quand même une sensibilité par rapport à la code review pour vous, pour nous, quand on fait des reviews de code. Et ça, pour le coup, alors j'ai dit que je parlerais un petit peu de Sonar Source, mais nous, ça fait des années qu'on fait des analyseurs de code pour les devs, et on a fini par apprendre, parfois dans la bonne manière, parfois de la manière un peu plus dure, qu'est-ce que les devs valorisent quand ils font une code review. Donc ça peut être génial, hein, ça peut être génialissime quand il n'y a pas de context switching, c'est-à-dire on évite d'envoyer le dev d'un outil à l'autre, et puis de passer de son code à un autre outil, et puis d'y revenir 2 heures après, etc. Quand le feedback est précis, vraiment dans le code, inline, localisé, il n'y a pas trop de questions à se poser, on sait qu'est-ce qu'il faut faire et on peut y attaquer de suite. Et une fois que j'ai dit ça, on ouvre presque un pan auquel je reviendrai, c'est la capacité d'apprendre. C'est-à-dire, c'est pas juste l'outil de review qui va vous dire pas bien, pas bien, pas bien,
qui va vous expliquer, et puis la prochaine fois, ça va améliorer, et puis vous allez apprendre des nouvelles pratiques de développement pour vous, pour votre équipe, etc. Donc ça, c'est tout chouette. Ça peut aussi partir complètement de travers. Si l'outil met trop de temps, et je ne parle pas forcément de 3 heures, hein, mais parfois il suffit d'une demi-heure pour qu'on dise que la chaîne de CI soit trop longue, et donc le dev passe à autre chose, puis après ça passe en mode réactif plutôt qu'en mode constructif. La notion de différencier, qu'est-ce que c'est qu'un conseil et qu'est-ce que c'est que quelque chose où il faut prendre une action immédiate, ça je vais donner des exemples juste après, pour encore une fois pas mélanger les patates, les tomates, pas tout mettre dans le même panier et à réussir à avoir un petit peu de recul sur voilà, qu'est-ce qu'il faut que j'agisse tout de suite ou est-ce qu'il faut que je me pose avec mon équipe par rapport au processus de développement ou au framework qu'on utilise, etc. Et alors le pire du pire, c'est les faux positifs. Quand je disais que ça, nous, on l'apprend à la dure, c'est dès qu'on a un feedback de la communauté de open source de telle règle, clairement, c'est pas une issue. Voilà, il faut essayer de corriger les faux positifs au plus vite parce que sinon, ça brouille le message complètement. Les développeurs perdent la confiance dans l'outil, ne savent plus faire la part du vrai et du faux, et ça démolit toute l'intention. Voilà tout. Conseils différents d'actions. On va faire un petit quiz tous ensemble. On va faire un peu de code review de manière collégiale. Je ne sais pas où ça va nous emmener, mais je tente le coup. L'idée, c'est que je vais montrer des bouts de code. Alors, ça ne va pas être la folie, hein, ça devrait aller. Et on va juste se poser la question ensemble de est-ce qu'il faut agir là, tout de suite, maintenant, il faut faire quelque chose, ou est-ce qu'il faut réfléchir. Voilà. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire la chose de manière interactive, sympa. Quand j'ai pensé à action, moi je pense à une scène, mais là je ne sais pas dans quoi je me lance, je ne sais pas qui reconnaît ça. Et quand il y avait de l'action, là, le gars il disait Ninja. Et puis, donc, le but c'est que quand il faut agir, vous me dites, ou sinon je dirai tout seul, il n'y a pas de souci, Ninja. Ou il faut peut-être réfléchir, il faut peut-être s'y poser à 2 fois ou quoi. Et quand il disait pas Ninja, il disait quoi? Ah voilà, merveilleux, ça marche. Allez, c'est parti. Je sais qu'il y a pas mal de dev Java dans la salle. On commence par un petit exemple de PHP. Mais ça va, c'est pas la folie. Hein. Récupération d'input, construit une petite requête. Qu'est-ce qu'on dit? Yes, Ninja, merveilleux. Putain, ça marche trop bien. Effectivement, action, il n'y a pas de question à se poser. Il y a une vulnérabilité d'injection SQL. Vous prenez l'input. Il n'y a pas d'effort de validation de l'input entre ce qu'on appelle la source et le sync, la fuite de la donnée. Et donc, c'est une injection SQL. Il faut y aller tout de suite. Un petit peu, alors ce coup-ci j'ai caché l'issue, un petit peu plus subtil. Je ne commente pas pendant 10 secondes. On crée une clé RSA. Alors j'ai un NIAC. Ouais, vous pouvez justifier tout à fait. Donc la justification du NIAC, allez-y. Ouais. Ouais. D'accord. Donc je vais répéter pour partager les bonnes vibes. Donc 1024 potentiellement c'est bon aujourd'hui. Qui dit que demain ce sera pas bon? Et même si c'est pas bon aujourd'hui et qu'on met une valeur plus haute, qui dit que dans 5 ans la valeur plus haute sera pas ça? Donc bon point. Sinon. Ah. Ouais, très bien. Non, mais fair enough, il faut vérifier peut-être une null pointer exception quelque part. C'est peut-être un bon point, ça sort un peu du scope, je l'admets, hein, mais ok. Non, par contre, je vais. Donc le message, c'est ça. Donc pour reboucler sur votre point, c'est en l'occurrence 1024 aujourd'hui, c'est pas assez. On sait les craquer, ces clés. Donc il faut plutôt partir sur du 2048. Et dans ce contexte-là, mais je reviendrai à ce que vous avez dit, là, c'est un ninja, il ne faut pas se poser de questions. Il y en a qui sont pris les pieds dans le tapis, ils se sont fait craquer la clé, et il y a des CVE qui sont sortis. Donc il faut agir immédiatement. Le point est bon que, en tant que, enfin, l'outil qui fait la règle pour ça, si un jour... Tout à fait, monsieur. Donc, ouais, exactement. Clé générée, qu'on va stocker quelque part, on peut revenir plus tard. Ouais, ça répète la question. Oui, voilà, tout à fait. Très bien. Ah bah, allez-y. Merveilleux. Au bout de 9 ans. Oh là 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 là, j'aurais dû retravailler mon screenshot.
Passons au prochain exemple, je vous propose. Et là, on sera peut-être tous d'accord sur celui-là. Manipulation de cookies. Action immédiate, Ninja, ou on réfléchit un petit peu. Bon, le message, il donne un petit indice. Plus réflexion là-dessus. Donc, petite explication, parce que, alors, je suis conscient qu'il n'y a pas tout le contexte du code, hein. Ça, j'en suis parfaitement conscient. L'idée, c'est plus la manipulation de cookies, c'est totalement légitime en soi. Enfin, ça peut servir à un use case fonctionnel d'une application, donc il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, pareil, il y en a plus d'un qui s'est pris les pieds dans le tapis en faisant ça, qui pensait mettre la valeur qui était OK, mais il y avait de la donnée sensible. Et il fallait faire l'effort de réflexion de, au moment où j'écris ce code, quelles sont les valeurs que je suis en train de mettre dans ce cookie et est-ce que c'est OK, que j'en discute avec mes collègues, peut-être avec les ops aussi. Et d'avoir fait ça maintenant, peut-être qu'il faut en fait le refaire aussi dans 1 an ou 2 ans, arriver à revenir sur où est-ce qu'on manipule des cookies et se dire, là on a peut-être un petit peu de partie de travers et on a peut-être un petit peu une vulnérabilité. Mais en tout cas, le point que je veux faire, c'est quand même un petit peu moins évident que l'injection SQL où là il y avait 300 personnes qui ont dit Ninja d'un coup. Ici, vous voyez, c'était un petit peu plus subtil et il faut approcher la chose de manière, enfin, faut réfléchir un petit peu plus. Un dernier exemple qui rappelle le premier un petit peu. Et là, donc récupération d'un paramètre d'une requête HTTP, on crée une query. Voilà, donc Ninja, merci. Par contre, Ninja sur la première ligne, sur la première create query, et pas sur le deuxième. Et là, je voulais juste reboucler sur le point des faux positifs. C'est là l'outil qui flag les deux en vulnérabilité. Le dev, peut-être la première fois, il va dire OK, je tolère, mais là, au bout de certains moments, ça ne va plus passer et on va avoir tendance à soit ignorer l'input carrément, mais à perdre un petit peu de confiance. Donc, il y a vraiment cette notion de... alors, c'est les faux positifs, c'est aussi les vrais positifs, les faux négatifs, les vrais négatifs, etc. Mais là, c'est la précision de l'outil et s'assurer qu'il trouve les cas un peu plus complexes parce que voilà, là, c'est des cas d'école. Maintenant, quand il y a une logique applicative avec toutes les conditions, etc., il y a quand même tout un travail d'analyse et de moteur d'analyse pour passer dans toutes ces conditions. Merci pour votre participation à ce quiz. Donc, pour reboucler la boucle et puis gentiment amener sur peut-être plus de questions-réponses et boucler le talk. Le retour d'expérience, le premier point que je voulais vous emmener, c'est qu'on arrive à se dire que tout n'est pas automatisable. Et ce n'est pas un aveu d'échec, ce n'est pas un aveu d'impuissance, plus un petit peu de discernement. On a vu qu'il y a des injections SQL, des problèmes d'injection, des vulnérabilités pures et dures, où là, il faut savoir agir immédiatement et il faut qu'il n'y ait aucun doute. Maintenant, il y a aussi voilà, des pratiques, des bonnes pratiques de sécurité, des choses qui sont moins évidentes, où il faut revoir le code dans son contexte, dans le contexte du use case aussi éventuellement, et arriver à discerner voilà, dont je vous ai parlé, les vulnérabilités, dans le sens pur et dur, c'est exploitable et il faut le fixer, du code à risque, où là, il faut vraiment un peu plus se poser dans potentiellement le cycle de review avec les développeurs, en discuter et hop là, en discuter et puis voir un petit peu les bonnes pratiques. Et donc, le point que je voulais faire là, c'est ces discussions entre développeurs, elles ont quand même tendance à être facilitées au moment de faire des reviews de code. Donc, moi, le conseil, c'est quand même une bonne manière d'approcher la sécurité du code, contrairement à tous les autres penchants de la sécurité dont j'ai parlé. Ça permet de voilà, déclencher ces conversations qu'on a eues. Hein. On est passé sur 2, 3, 4 codes, on a interagi, ça a amené des questions. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Quand j'ai préparé le talk, il y a un collègue qui m'a dit parle du vampire, quand on braque le projecteur dessus, il disparaît. Donc là, on a braqué le projecteur sur quelques cas concrets. Voilà, on arrive à les comprendre, on arrive à en discuter. Et ça dégonfle le ballon un petit peu. Et moi, ça me fait penser par exemple aussi au pair programming. C'est la même idée de se poser au moment où on développe le code pour pouvoir échanger les bonnes pratiques et pour pouvoir changer un petit peu la manière dont on développe le code par rapport à la sécurité. Et je pense, moi, un point auquel je crois assez fortement, c'est pas forcément l'outil coup de baguette complètement en mode réactif qui va vous dire il faut fixer ça,
l'outil qui va arriver à amener le feedback au bon moment pour générer les bonnes discussions. Enfin, je vous ai parlé de ces exemples-là. Pour en revenir à GitHub, là, qui lève l'issue dans la pull request, dans le repository, c'est juste le moment parfait pour pointer ça du doigt, parce que le dev est en train de faire sa pull request, en train de faire son commit, et puis tout de suite, il peut prendre une action et éventuellement ajuster ça. Donc ça génère les bonnes discussions, ça permet d'apprendre ensuite et pour potentiellement changer d'architecture, changer de framework, etc. Et voilà, et ça vaut pour le code, ça vaut aussi pour les concepts. Moi, c'était mon intention aujourd'hui de présenter un petit peu ces concepts qui permettent d'avoir un peu plus une vision d'ensemble du panorama de la sécurité du code et puis avoir une approche pragmatique pour tout ça. Et je vous remercie. On a 19 minutes et 11 secondes d'après le petit timer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que quoi que ce soit? Merci déjà pour la présentation. J'ai juste une petite question sur le côté humain. Vous parliez juste avant effectivement de comment le développeur de son côté perçoit les retours qui lui sont faits. Quand tous ces concepts-là arrivent dans une entreprise, qu'on met les premiers outils, comment vous gérez ce changement-là? Est-ce qu'il y a une gestion du changement avec les gens ou des pilotes utilisés, des gens savent qu'ils vont avoir des retours, qu'ils vont peut-être pas forcément bien les prendre. Voilà, identifier les bonnes personnes pour gérer, ou est-ce qu'on prend un projet pilote? Comment on gère cette partie-là, amener cette nouveauté dans l'entreprise en fait pour que ça passe pas trop mal? D'accord. Je vais commencer par un raisonnement sur les extrêmes, juste prendre deux extrêmes et voir qu'il y a peut-être une approche qui marche mieux qu'une autre. Je pense l'extrême qui peut ne pas marcher du tout, et encore une fois, hein, c'est vraiment l'extrême, c'est de dire nous avons analysé le code avec un outil, nous avons généré un PDF de 400 pages qui liste toutes les vulnérabilités, toutes les zones sensibles dans le code. Merci de faire une review pendant 2 semaines et puis de voir qu'est-ce qu'il faut corriger dans le code. Là, réaction épidermique d'où ça sort. Potentiellement une bonne intention, mais je veux dire, c'est pas la manière d'approcher les choses. De la même, et ça vaut aussi pour les bugs, hein, ça vaut aussi quand on va approcher la qualité de code dans son ensemble. Donc ces 3 penchants dont je parlais. D'attaquer sur l'ensemble de la base de code, pardon. Alors là, je parle pour moi, je parle aussi un petit peu pour nous à SonarSource, mais ce n'est pas notre recommandation. Ce qu'on dit, c'est regardez le nouveau code, regardez le code qui est en cours de développement. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme feedback sur ces fonctions qui sont en cours de développement et quel est le meilleur endroit pour apporter ce feedback. Et moi, alors je ne l'ai pas dit, mais quand je disais que je croyais pas mal à la faculté d'expliquer et d'apprendre, je pense aussi que plus on est proche du moment où le code est développé, plus la tolérance, elle est peut-être un petit peu plus grande, c'est-à-dire ah bon bah ok, je veux bien prendre 2 minutes pour essayer de comprendre ce feedback que alors c'est nouveau la sécurité, mais essayer de comprendre et puis l'analyser. Alors que si ça vient plus tard, après le développement du code, c'est beaucoup plus difficile et c'est en mode réactif. Donc pour répondre à la question, pardon, intégration avec le processus de développement, le développement des features en cours. Commencer avec des use cases simples, enfin des règles simples, l'injection SQL ou des choses avérées. Petit à petit, la mayonnaise prend et puis on apporte d'autres. Bon après, il y a plein d'idées. Hein, et on peut faire des sessions en interne, des brown bag lunch où les gens expliquent quelque chose comme ça. Hein, voilà des cas concrets où la sécurité peut aller dans le sens. Mais là, c'est plus des problématiques de déploiement. Ça répond à la question à peu près. Très bien, merci. Ouais. Si on a des règles spécifiques de sécurité, ouais. Je pense notamment au contexte militaire ou autre, ouais. Comment on implémente ça sur SonarSource? Sur SonarSource, ouais, sur SonarSource, on pourra en reparler après, mais c'est des règles qui sont, indépendamment de nous, c'est des règles qui sont automatisées ou qui sont... Je sais pas, là, par exemple, on prend l'exemple du RSA 2048. Peut-être que sur un contexte particulier, c'est le minimum, c'est 8000 ou je comprends. Enfin, on peut imaginer plein de choses, on peut aller loin, mais... Ouais. Bah, pour en revenir à mon point que tout n'est pas automatisable, je pense que la question c'est quand même de se poser est-ce que c'est automatisable de manière, est-ce que ça a du sens de l'automatiser sans pour autant qu'il y ait des faux positifs ou quoi. Si effectivement nous c'est 8000 bits minimum la clé, j'aurais tendance à dire bah on fait un petit script et puis on met ça au bon endroit au plus tôt possible. Maintenant j'imagine vous avez peut-être d'autres pratiques de sécurité qui sont plus
peut-être sur l'architecture, peut-être sur ou je sais pas quoi. Plus arriver à se poser la question, voilà, de à quel moment ça s'intègre. Mais ouais, allez-y. Ouais, donc l'idée c'est de lever les alertes plus tôt. Tout à fait, mais je pense pas que ce soit. C'est pas ça qui doit driver justement tout le feedback, parce que on a vu qu'il y a du feedback. Si on cherche à le lever trop tôt, il y a peut-être le risque que, pour le coup, on soit, comment dire, ça soit pas applicable dans ce cas-là. Et si on arrive à avoir plus de discernement un peu plus tard dans la chaîne, une fois que le code a été testé, par exemple, bah, on va dire non, bah ok, le feedback il viendra à ce moment-là. Mais par contre, on aura augmenté le taux de vrais positifs et baissé le taux de faux positifs. Et voilà, et si ces choses-là sont expliquées, ça doit pouvoir être accepté de manière assez raisonnable, je pense. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir si vous aviez un cas concret où est-ce que vous l'avez mis en place tout au long de votre projet, ces différents tests Ouais. possibles, et juste savoir est-ce que ça n'a pas ajouté de la lourdeur aussi au bout d'un moment sur un mécanisme de mise en prod, tout simplement. C'est-à-dire le temps de faire un commit, le temps de faire la mise en recette, la mise en prod, avec toute la gestion des tests automatiques qui a été mise en place. Absolument. Ok. J'ai 2 cas concrets dont je vais vous parler. Le premier, je suis revenu à cet exemple. Quand on a développé, donc là c'est retour d'expérience, hein, donc quand on a développé les moteurs d'analyse, alors je ne vais pas parler, mais ça s'appelle le taint analysis, donc c'est la capacité de détecter la source qui est en haut, la source de l'input, et le sink, la fuite dans l'injection SQL, et il n'y a pas de validation entre les deux. Donc c'est ça la logique. Donc nous, les ingénieurs ils bossent dur, ils font un moteur d'analyse et tout. Fut un temps, on levait la vulnérabilité que à l'endroit où elle était, donc c'était que le 4 là, il y avait que le 4 qui était souligné, qui disait hop, vulnérabilité ici. Et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas le contexte, il n'y avait pas l'explication. J'en reviens à cette histoire d'expliquer, il n'y avait pas l'explication. Et c'est costaud. Bon là c'est simple, mais d'aller remonter où est l'input, où est-ce qu'il transite dans le code, et est-ce qu'il est validé ou pas, nous-mêmes, on s'est pris les pieds dans le tapis. C'est-à-dire, on était tout contents, on était là, on a trouvé des failles. Et puis après, on passait 2 heures à essayer de comprendre si la faille elle était avérée ou pas, ou si c'était un faux positif, parce qu'on était là, alors attends, le code, ça se passe où, etc. etc. Donc, première chose, voilà, c'est ce point de si on a fait ça, si on a apporté du contexte, si on a apporté de la documentation, c'est parce que ça permet de comprendre l'issue. Deuxième point concret, bon, je pense plus par rapport au temps d'exécution, ça, je vous rejoins. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une fatalité, c'est-à-dire que oui, au début, l'analyseur peut prendre du temps, mais j'estime moi personnellement que voilà, en 2019, on arrive après à pousser, à faire du multithreading. Enfin, il y a des technos qui permettent d'améliorer ces temps d'exécution. Le DAST, là, le Penetration Testing, donc le black box, ça c'est un peu une autre paire de manches parce qu'il y a vraiment besoin de marteler sur plein de matrices différentes. Mais aujourd'hui, l'analyseur de code, et je pense que, enfin, on n'est pas les seuls à faire de l'analyseur de code, une entreprise, une boîte ou même un projet qui se lance dans le marché ou dans le milieu des linters, d'analyseurs de code, s'il n'arrive pas à avoir une bonne perf et s'il n'arrive pas à analyser le code rapidement, la messe est dite assez tôt, quoi, parce que ça ne joue pas. Bonjour. Bonjour. Juste ici. Ouais, bonjour. Tu parles essentiellement du côté développement. Ouais. Avec l'avènement de l'IAC, tu fais de mémoire ou de Rex de ta part. Comment tu peux faire les mêmes principes avec de l'IAC? Donc infrastructure as code, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, d'accord. Je vais pas botter en touche. Enfin, je pourrais. Moi, il y a 2 points qui me viennent à l'esprit. C'est infrastructure as code. Donc c'est du code. Donc que ce soit de l'infra ou que ce soit du code applicatif, ce serait intéressant d'essayer d'appliquer les mêmes paradigmes justement. Après, est-ce que j'ai un exemple concret pour l'IAC? Non. Je sais, en plus on a eu des discussions hier sur est-ce qu'il existe des analyseurs de code pour les fichiers de description d'infra, les fichiers de description de VM. Et c'est un super bon sujet sur lequel, alors nous, SonarSource, on n'est pas présent, sur lequel je pense qu'il y a des projets qui se font de manière communautaire, où il y a même peut-être des solutions pour ça. Mais à partir du moment où il y a un outil qui est capable de passer dans la conf d'une infrastructure, la conf de VM, dans la conf, dans le code sur une infrastructure, intéressant de voir, pareil, qu'est-ce qui est maintenabilité, qu'est-ce qui est fiabilité, qu'est-ce qui est sécurité, est-ce qu'on peut automatiser certains checks,
Alors, la question est bonne de où est-ce que ça se retrouve là-dedans. Hop, 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 hop. Mais c'est une sacrément bonne question en fait. Est-ce que là, le code, c'est le code applicatif ou est-ce que c'est le code de l'infrastructure et puis à quel moment, quel outil mais je pense que, pareil, si on arrive à trouver des problèmes de fiabilité ou de vulnérabilité dans du code d'infrastructure, il faut injecter ce feedback au bon moment avant le déploiement. Ou quoi. Je réponds à moitié à la question, mais parce que je ne suis pas un expert en IAC non plus. Bonjour. Oh, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'ai 2 questions qui ne sont pas techniques. Ouais. La première, c'est que chez SonarCube, enfin Sonar aujourd'hui, c'est une référence dans le marché en termes d'outillage qualité de code. Ouais. Il faut le reconnaître. Après, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à un développeur qui vous dit j'ai pas le temps de faire de la qualité dans un projet? Et la deuxième chose, est-ce que selon vous, en utilisant les outils Sonar, on peut dire qu'on a une application qui est de qualité optimale? Alors, commence par la première ou par la deuxième? Je vais commencer par la deuxième, je pense. Pour mettre le sujet de côté, donc moi je suis à Sonar Source. On a vocation à Sonar Source de faire des outils qui ont une qualité de code. Je ne veux pas faire de pitch, mais voilà. Après, je vais quand même revenir sur ce que j'ai dit. On est aussi droit dans nos bottes par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Donc les deux premiers, on ne fait pas. Donc le but, c'est pas de dire les outils Sonar, qualité de code, sécurité de code, ça y est. Non, c'est on fait de l'analyse statique de code. Voilà. Donc, et là-dessus, on essaye d'être les meilleurs, ça c'est clair. Mais voilà, c'est un autre sujet et on peut en parler au bout soit avec les Sonar sourceurs. La première question. Mince, elle m'échappe, vite fait. Ah, qu'est-ce que je dis à un développeur? Oula. On va essayer de rester poli. Faut expliquer. Hein. Je pense que, bon, déjà, ce sera intéressant de discuter s'il y a tant de développeurs qui se font cette remarque-là aujourd'hui. J'espère de moins en moins. Et puis, nous, en tant que, nous, on est Sonar Source, on est éditeur de logiciels. Je pense qu'il faut arriver à un moment à dire noir sur blanc que le produit est utilisé par des utilisateurs. Les utilisateurs, il faut qu'ils aiment le produit, il faut qu'ils aient la banane quand ils s'en servent. Un problème de qualité de code, et ça, c'est simple de donner 2-3 exemples concrets. Donc, une coquille dans le code peut vraiment se traduire comme étant votre application qui plante sur le téléphone, quoi. Moi, quelqu'un qui me dirait ça, j'aurais tendance à vraiment faire un gros step back, à même pas parler technique, et à dire, mais attendez, c'est la qualité de votre produit. C'est si vous faites de l'open source, c'est la communauté derrière qui va ensuite dire ce produit il est super, ce produit il est moins super. Donc voilà, pour moi, ça se corrèle directement avec le feedback et la qualité d'un produit en tant que tel, quoi. Voilà. Il reste 6 minutes, on a le temps, pardon. Moi, j'ai juste une petite question sur tout ce qui est qualité de code. Quand on inclut des alternants, des stagiaires, est-ce que des outils comme ça peut avoir un effet sur d'avoir peur, soit ils vont s'améliorer parce qu'ils ont ces retours tout de suite, ou ça peut avoir un effet génial. Moi, j'estime que l'effet, il doit être génial pour l'onboarding. C'est-à-dire, le stagiaire, il arrive, s'il faut qu'il passe 2 jours avec un dev qui lui explique les bonnes pratiques et pas même les bonnes pratiques, hein, mais les conventions. Les conventions de comment est-ce qu'on code dans l'entreprise, aussi bien pour des conventions de style que pour des conventions d'architecture et tout. Et ça peut se faire, hein, et c'est bien, il va y avoir de l'humain, il va y avoir de la discussion. Maintenant, au bout d'un moment, si simplement il y a des outils qui, au moment où le stagiaire il fait son premier commit, sa première pull request, l'outil lui dit convention entreprise patate et qui lui dit ici on fait ça comme ça, ça simplifie la chose et c'est d'une part c'est vraiment la valeur du feedback automatique et d'autre part ça permet à la review de code, la review humaine, d'être concentré sur un niveau beaucoup plus haut de la logique applicative, est-ce que le use case est rempli ou pas, et tout de suite la discussion dans la PR, elle va être vraiment sur est-ce que c'est ça qu'on cherche à faire avec la feature et pas sur majuscule, minuscule, refactor comme ça, ou tiens je pense qu'il y a un souci là.
Donc non, je pense que le but c'est vraiment c'est complémentaire en tout cas, mais c'est vraiment d'aider, quoi. Pour rebondir par rapport à cette question, je pense qu'il serait intéressant aussi d'utiliser ce genre d'outils pour faire du serious game. Justement, donner un objectif, on dit voilà, il y a un code qui est pas terrible, tu vas voir le truc et tu vas gagner des badges. Machin. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu corriges, tu corriges le code, tu apprends les règles, et en même temps, tu as un côté un peu ludique qui fait que ça te fait monter en compétence sans t'en rendre compte. La gamification, Yes. tout à fait. Chose que, bon alors, TOC sécurité, mais là on parle de qualité de code, mais ça me va très bien, hein, mais donc ça vaut aussi bien pour les bugs que pour la sécurité. Peut-être que vous avez vu, il y avait un Sonar Smash, il y avait un talk ce matin sur 2 ingés justement qui ont fait une sorte de hackathon autour des bugs, autour des vulnérabilités. Oui, c'est carrément une manière d'amener la chose. Il y avait une question sur comment faire accepter ces outils quand ils sont neufs dans un processus, dans une entreprise et tout. Voilà, faut s'amuser dans la vie, il faut faire un petit jeu, faut dégonfler le ballon, et ça peut être des approches qui sont assez sympas entre devs, entre techos, voilà, plutôt que des policies corporate d'ensemble. Pardon. Bonjour. Bonjour. À propos de l'exemple de la sécurité sur le cookie, ouais. Si je pars du principe qu'aujourd'hui, dans mon cookie, je mettais une valeur complètement random et donc qu'il n'y a pas de souci de sécurité, et que du coup je passe cet issue en tant que faux positif ou close, ouais. Est-ce qu'il y a une capacité que si la value elle change, ouais. je veux dire, est-ce qu'on peut lui dire ouais, peut-être qu'il faudrait que tu remettes cette sécurité peut-être dans 1 an pour revérifier que le contenu de la valeur est toujours, a peut-être évolué, ou est-ce que voilà. Ce qui était OK il y a 1 an ne l'est plus aujourd'hui. Ça, c'est une question que nous, par exemple, on se pose en ce moment. Donc, en l'occurrence, et on en vient en fait au workflow et au process. Effectivement, des choses qui se discutent comme cet exemple-là, on se pose la question avec les équipes de, en fait, même si aujourd'hui il est traité, on se dit c'est fiable, comment est-ce qu'on amène le fait qu'il faut peut-être qu'il soit reviewé encore dans 6 mois, dans 1 an, et ce qui est une réponse semi-satisfaisante, parce qu'après, si vous avez une base de code qui grandit, ça veut dire que tous les 6 mois, vous devez tout vous refarcir. Est-ce qu'il y a peut-être des technos qui arrivent à détecter si le code a changé et de dire non, mais là, tu es toujours safe ou pas? Je vous rejoins complètement. Et en tout cas, ça rejoint au fait de les vulnérabilités, c'est les vulnérabilités, ça on est capable de détecter. Si elle est là maintenant, si elle est fixée, et si elle revient, on va la redétecter. Par contre, le code à risque, c'est vivant en fait, c'est du code qui vit, et il faut. Alors il y a la notion de security review. Je pense le but de mon talk, c'est pas aussi. Enfin, si moi j'avais raison sur la théorie et la pratique, un jour il n'y a plus du tout de security auditor, il n'y a plus du tout de besoin d'avoir des gens spécialisés sur la sécurité. Et de par cet exemple-là, il y aura peut-être encore ce besoin-là d'avoir une fibre et la capacité de revenir sur ces choses-là, de voir le code dans son ensemble, l'architecture du code. Voilà, demi-réponse encore, mais parce que oui, sujet. Ouais, voilà. Bon point. Vous dites que vous faites de l'analyse de code. Est-ce que vous avez ambition d'étendre ça aux configurations et du coup par extension aux dépendances du code? Bonne question. Il me reste 1 minute 20. Ok, on va finir là-dessus. On va parler. C'est super sur le point de vue technologique. Est-ce que l'ambition là, nous on dit toujours baby steps, pour l'instant on fait de l'analyse de code statique et c'est très bien et on a envie de tout déchirer là-dessus. Maintenant je vais vous donner un petit truc et ça je trouve c'est super intéressant, c'est nous on fait un analyseur de code et l'analyseur de code il faut le valider. Comment est-ce qu'on le valide? Alors il y a des benchmarks OWASP, intéressant, c'est une liste de cas d'école, si on ne valide pas le benchmark OWASP de toute façon c'est perdu, il faut au moins valider ça. Maintenant, benchmark OWASP il est simple. Toutes nos applications sont plus compliquées que ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ça c'est d'actualité, c'est on commence à scanner les repos GitHub en fait. Tous les repos, on regarde, tiens, est-ce qu'il y a des vulnérabilités? Tiens, ce commit qui dit fixing vulnerability, est-ce qu'on trouve la vulnérabilité avant? Est-ce qu'on ne la trouve pas après? Et si on scannait toutes les CVE et qu'on scannait le code, donc on essaye de valider notre analyseur. Et là, il me reste 25 secondes, là où c'est intéressant, c'est en faisant ça, si on scale ça fois 1000, 10 000, 1 million de repos, on se construit notre propre base de données de vulnérabilité dans des librairies open source en fait. Et une fois qu'on a ça,
bah, on peut potentiellement faire du SCA comme Snyk, comme Sonatype le fait. Parce que la vraie valeur une des valeurs de ces outils, en fait, c'est le référentiel, c'est la connaissance de toutes ces vulnérabilités dans la librairie, etc. Donc, pas le sujet du jour, mais c'est complémentaire, ça se recoupe un petit peu parce qu'au final, c'est la vulnérabilité dans une dépendance. Et voilà, 5 secondes. Merci beaucoup.